qui lutte pour la démocratie. Et vous savez très bien que nous, personnellement, nous estimons que, pas nous estimons, c'est-à-dire c'est connu de tout le monde, que l'UDPS, qui est votre parti, a gagné les élections du 28 novembre 2011. Mais au sein de notre mouvement Congo Moko, comme je viens de le dire, nous sommes un mouvement qui regroupe plusieurs sensibilités politiques, mais acquises au changement. Et nous avons estimé que non, comme nous avons un parti politique qui a gagné les élections, qui est représenté par un homme qui incarne le changement dans notre pays, parce que nous connaissons l'histoire de notre pays, pourquoi nous sommes là. Alors, moi je pense qu'avec l'évolution de la situation au pays, il y a beaucoup de membres, parce que au moment où je parle ici, Congo Moko a plusieurs membres. Mais comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant fatigués, parce que l'engouement d'après 28 novembre, ce n'est pas le même. Parce qu'il y a des gens qui... Oui, c'est ce qui est regrettable, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'opportunistes, peut-être, qui n'ont pas une vision, qui ne vont pas très loin. Mais nous pensons que nous allons toujours rester dans notre position, et nous resterons toujours très, très constants, parce que nous savons que non, la victoire est à notre côté. Alors, pour ne pas nous poser la parole, nous avons prévu certaines questions ici, et moi je pense que je vais demander à tous les membres qui veulent poser des questions à monsieur le secrétaire national chargé de la relation extérieure. Donc, vous êtes libre, vous pouvez poser des questions. Mais moi, personnellement, je vais commencer à poser la première question, parce que vous venez d'essayer d'expliquer comment est-ce que les élections du 28 novembre se sont déroulées. Et nous étions ici à l'extérieur, ici, on était au courant de ce qui s'est passé au pays. Nous savons très bien qu'il y a eu un hold-up électoral, mais la personne qui avait gagné les élections, c'est le président élu Etienne Tshisekedi. Malheureusement, il a été élu par le peuple congolais, mais il n'a pas l'effectivité du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'impérium qui nous manque, c'est-à-dire, comme tu l'as expliqué vous-même, les forces de sécurité, la police, l'armée, donc ils n'ont pas fait allégeance au président élu. Alors, au stade actuel, nous savons que le président avait prêté serment chez lui. L'autre président, l'imposteur, il a posté serment au camp militaire. C'est lui qui a l'effectivité du pouvoir. Maintenant, les Congolais de la diaspora, que nous sommes en train de nous poser la question, cette histoire d'impérium, il y a eu M. Loseke qui a été choisi de coordonner tous les fonds qui étaient donnés par la diaspora congolaise pour essayer de relancer comment est-ce qu'on peut récupérer l'impérium. Nous qui sommes ici membres ici, quand vous regardez dans le compte, il y a eu le retrait de l'argent chaque fin du mois. C'est ça. Alors, que vous avez envoyé à monsieur. Que nous avons envoyé à M. Tassik Loseke. Jusqu'à présent, le mot impérium, on n'en parle plus. On se pose la question, est-ce que nous allons continuer toujours à espérer que nous voilà, l'impérium va venir, ou soit nous allons espérer que nous voilà, M. Tassik Loseke, peut-être il avait remis l'argent qu'on avait contribué ici au président élu, ou soit cet argent-là qu'il avait reçu. Ils ont fait quelque chose pour essayer de stimuler donc les forces armées, les forces de sécurité, pour qu'ils puissent faire allégeance au chef. A géré ce problème avec le président. Donc, je crois que c'est la moindre des choses, c'est lui qui avait le mandat pour faire ça. Il faisait rapport au président. Mais je me rappelle qu'à 2 reprises, il avait sollicité mon intervention parce que ils avaient du mal. Lui avait ici, enfin ici à l'extérieur, quand je dis ici, on était en Belgique, que celle qu'il avait, il la met sur le compte de la personne à Bruxelles. Donc ça a été fait à 2 reprises. Donc ça, je peux dire que de ce côté-là, donc si notre argent est bien sur le compte, alors il débloque l'équivalent à Kinshasa. Donc l'argent est allé. Maintenant, à quoi il a servi? Là, je rentre encore dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment du domaine de la confidence. Que fait le président avec ça? Évidemment, il le met à la disposition de ce qu'il fait, du travail qu'il mène. Mais comment, en donnant à qui? Ça, c'est très difficile à dire. Et même si je le savais, je ne veux pas vous le cacher, même si je le savais, je ne peux pas le dire. C'est vraiment, ce serait irresponsable de ma part, parce que le travail est en train de se faire.
il se fait. Mais ce que j'ai constaté avec cette histoire d'impérium, c'est que ça a mis le pouvoir très mal à l'aise. Et je crois que c'est pour ça que vous avez entendu parler de la mise en résidence surveillée du président. C'était une façon de le surveiller, parce qu'il y a eu de l'engouement à un moment donné. Bon, maintenant, ils se sont peut-être organisés autrement, ça c'est le président lui-même qui sait. Mais le pouvoir a eu peur. C'est pour ça que vous avez vu cette ceinture, parce qu'il fallait le surveiller, qu'est-ce qu'il voit qui, voilà, le couper carrément de tout contact, parce que bon, ça j'estime que c'était aussi un peu imprudent de sa part d'expliquer comme ça dans un message qu'il avait donné ce qu'il allait faire. Donc c'est-à-dire convaincre les forces. Donc à partir de ce moment-là, il fallait aussi qu'il s'attende à ce que les autres essayent de savoir ce qu'il fait. Donc j'ai trouvé bon. Mais il continue, il a trouvé les voies, les moyens pour continuer à travailler sur ce dossier. Et moi, je suis en tout cas optimiste. Je crois que ça va donner quelque chose. Parce que le mécontentement est là. Hein. Le mécontentement est là. Donc on a tous les ingrédients pour renverser cette dictature. Tous les ingrédients sont là. La seule chose qui reste à faire, c'est de les réunir, de les rassembler pour que ça fasse un cocktail. Mais tous les ingrédients sont là. Vous allez à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bujimaï ou ailleurs, Matadi, tout ce que vous voulez. Vous sentez ça sert. En tout cas, le rejet est total de Kabila et sa bande. Mais il faut maintenant réussir à mettre tous les ingrédients ensemble. Bon, comme ça, je vais essayer de passer toutes les questions en revue. Comme ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui note là-bas. Et peut-être mes amis veulent me compléter. Question-réponse, c'est beaucoup. Oui, ok, ça va. C'est beaucoup plus pratique. Ok. La deuxième question, c'est-à-dire, nous, la diaspora, et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas peut-être une année, on avait, dans cette salle même, si je ne me trompe pas, on avait reçu le secrétaire adjoint de l'IDPS, Oui. qui était accompagné des représentants de l'IDPS ici, mais c'est quoi ça. Et je crois qu'on lui avait posé la même question de la non-communication de l'IDPS avec la diaspora. Parce que le manque de l'information, ça c'est une question très capitale. Et puis il y a aussi le problème de silence du président Tshisekedi face au drame congolais. C'est-à-dire ici j'ai fait allusion aux arrestations arbitraires par exemple des hommes politiques au Congo. J'ai fait aussi allusion donc, à la guerre interminable qui sévit au Kivu. Il y a eu la guerre des scènes des condamnatoires, le président Tshisekedi ne parle pas. Il y a les fameux M23, il ne dit aucun mot, silence radio. Alors les gens se posent des questions. Pourquoi le président reste toujours silence face à cette situation, à ce drame? Parce que nous voyons les pays démocratiques comme la France. Chaque fois quand il y a un événement politique, les hommes politiques ne tardent pas à sauter, à s'exprimer. C'est lui l'espoir du peuple congolais. Alors, le silence, là, ça pose problème. Comment justifier ce silence? C'est ça le problème de la diaspora congolaise ici aussi. Bon, votre première question, elle ressemble un peu à la précédente. Hein. Oui, la communication. La communication, bon, c'est vrai. Je reconnais que nous avons de sérieux problèmes de communication. Ça, c'est vrai. L'UDPS a des problèmes de communication. Nous apprenons tous les jours. Hein. Donc, nous allons avoir d'ailleurs une réunion le mois prochain des représentants, de tous les représentants de l'UDPS. Et ce point-là de la communication est inscrit à l'ordre du jour parce que des invitations ont été même lancées à nos gestionnaires de l'information. On en a 4, ceux qui gèrent les sites l'UDPS. Ils sont conviés à cette réunion, donc c'est pour vous dire que nous avons vraiment le souci aussi de soigner ce département-là. Ça viendra, nous y arriverons. Mais en même temps, nous sommes aussi ouverts à toutes les critiques, toutes les observations qui peuvent être faites à ce sujet-là. Mais il faut aussi que je dise une chose. Les Congolais
Pour moi, c'est un défaut aussi. Hein, mais bon, vous direz ce que vous en pensez, mais je trouve que les Congolais, nous avons trop l'habitude d'être pris en charge. Nous aimons ça. On dirait qu'il faut qu'on nous prenne en charge. On dirait qu'on doit toujours nous dire ce qu'on doit faire. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Etienne Tshisekedi est un être humain. Un jour, il passera. Et si, au moment où il passe, le Congo est toujours dans cette situation, qu'est-ce qu'on fera? On ira le réveiller dans sa tombe pour dire oui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, je crois que les Congolais doivent comprendre, comme les Palestiniens le font. Les Palestiniens, ils n'ont plus de pays depuis 1967, je crois, la dernière guerre qu'il y a eu de 6 jours. Mais ils se battent jusqu'à aujourd'hui. Arafat est passé, d'autres avant lui et après lui sont passés. Mais le peuple est là, déterminé, il fait des actions. Je ne crois pas que pour bouger, il faut que le président parle. Ça, j'ai souvent déploré ça. Ça, c'est de un. Mais de deux, le président parle. Le président parle. Et ça m'étonne parce que je dis, mais je comprends rien. Les Congolais, qu'est-ce que vous voulez? Que le président parle toutes les semaines? Alors là, ça va devenir inaudible parce qu'il va se répéter, il va répéter les mêmes choses. À propos de Kanambe ici, qu'est-ce que le président a dit? Prenez-le, arrêtez-le, ligotez-le, amenez-le mort. C'est une façon, je veux dire, j'allais dire une façon masquée de demander à un peuple de se soulever. Mais il n'y a pas eu d'écho. Le président avait dit, bon, pour ma prestation de serment, je demande au peuple de m'accompagner au stade. Le peuple ne l'a pas fait. Donc, lui, en tant que leader, il regarde aussi, il regarde les forces et les faiblesses de son peuple. C'est en fonction des constats qu'il fait qu'il adapte son attitude. À propos de cette histoire de l'Est, le président l'a dit. Il a dit que la solution de cette histoire, on peut parler, on n'arrêtera pas nos morts. On n'arrêtera pas le complot qui est en train de se faire là-bas. Mais la vraie solution pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, c'est le départ de Joseph Kabila. Il l'a dit. Pourquoi il doit le redire à tout moment? Pourquoi quand on tue, il doit prendre... Non, c'est... Je crois... Bon, déjà, l'homme, quand on le connaît un peu, on doit savoir que c'est quelqu'un qui communique très peu. Il communique très peu. Il vous dit une chose une fois, et puis il vous observe. Il vous regarde faire. Mais lui, il estime que, bon, vous êtes comme tout le monde. Si les uns l'ont compris, c'est que tout le monde va le comprendre. Donc il a dit une chose, et puis il vous regarde. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Jusqu'au moment où il va constater que vous n'avez pas compris, alors là, donc c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Bon, on peut critiquer ça, je peux comprendre, mais en tout cas, le président reste soucieux. Il faut suivre ses déclarations à chacune de ses sorties quand il en fait. Donc, il parle des problèmes du pays, et c'est là qu'il exprime sa désapprobation pour telle situation, sa volonté de changer les choses. Il le dit. Mais les Congolais, on a cette habitude, nous oublions très vite. Et nous aimons, comme nous aimons être pris en charge, donc il faut que le leader parle chaque mois, il doit nous dire qu'est-ce qu'on va faire, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est une mauvaise habitude, je trouve. Nous devons nous habituer à nous prendre en charge. Nous ne devons pas attendre. C'est vrai que ce n'est pas le bon exemple que je vais donner ici, mais je prends le cas de Al-Qaïda. Lorsque Ben Laden a lancé cette histoire, il a dit, écoutez, c'est une sorte de mutuelle comme ça, d'entraide, etc. Mais lui, il lance l'idée, et puis après, dans tous les pays musulmans, des gens ont commencé à se constituer. Ils n'ont pas attendu que Ben Laden dise, oui, là-bas, en Somalie, organiser tel groupe et commencer... Non. Lui, il a lancé l'idée, il dit, voilà, c'est pour combattre nos ennemis, etc. Et les gens ont commencé à s'organiser eux-mêmes. Bon, c'est vrai que c'est pour le terrorisme, ce n'est pas ce qu'on nous demande, mais moi je pense que nous avons dit, vous avez dit, là, vous avez fait quelque chose de formidable. Vous faites Congo Moko, qui est une association, vous avez parlé des buts poursuivis, démocratie, instauration de l'état de droit. Qui vous a donné l'ordre de commencer à faire ça? Personne. Vous avez réfléchi sur le Congo, vous avez dit, ok, faisons quelque chose. Voilà comment les Congolais doivent se comporter. On ne doit pas tout le temps être... ce paternalisme-là, oui, comme à l'époque du Impère où Papa Maréchal n'a rien dit, Botos est là, attention, il ne faut pas parler avant, le maréchal doit d'abord parler. C'est un peu ça
qu'on a eu comme habitude et qu'on continue de traîner. Donc nous devons savoir nous prendre en charge. Ok, nous pouvons passer donc à la question suivante. Je crois que je vais essayer de poser aussi la question concernant les accords cadres signés à Addis Abeba, où on a vu presque 11 chefs d'État africains qui ont signé ces accords-là. Alors, nous voulons poser la question de savoir quelles sont les retombées de ces accords et quelle est la philosophie du président élu face à cette démarche internationale. Parce qu'on a vu le président du cabinet de M. le président élu, donc M. Albert Mouyaka, il a fait le va-et-vient, Kinshasa, Brazzaville, Brazzaville, Kinshasa. Il est allé rencontrer le président Sassou concernant ces accords-là. Alors nous voulons savoir quelle est vraiment la vraie philosophie du président élu face à cette démarche de la communauté internationale. J'ai eu une discussion avec le président là-dessus au mois de juin. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il m'a dit au mois de juin, je l'ai observé par la suite et j'ai trouvé qu'il avait raison. À ce moment-là, je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, mais après, il a eu raison. Qu'est-ce qu'il me dit? Quand je lui parle de l'accord cadre, il me dit oui, c'est très bien. C'est une initiative de la communauté internationale, nous ne pouvons que la saluer. Mais, il me dit que ce dont nous avons besoin. Mais la communauté internationale, elle, quand elle va faire ses propositions, elle ne va pas vraiment prendre en compte nos desiderata. Et ça s'est vu. Parce que cette même communauté internationale, dans l'accord cadre, dit que la partie dialogue politique au Congo doit, elle doit être accompagnée par je veux dire, une initiative internationale. Mais à un moment, elle laisse Kabila lui-même faire prendre des initiatives, ce qu'il a appelé concertation, tout en sachant que ça ne va pas réussir, et c'est en train de capoter, donc ça ne va pas réussir. Mais elle le laisse faire au nom d'une certaine souveraineté qu'a le Congo, etc. Donc là encore, vous voyez le deux poids, deux mesures. Là, on nous dit qu'on est souverain. Mais lorsqu'il faut nous imposer des choses pour l'Est, on n'est plus souverain, ça nous tombe dessus. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Bon, bref, et le président m'expliquera, il dit voilà, le problème avec ces histoires, c'est ça. Donc, ils ont peut-être une volonté de nous aider, mais ils ne nous aident pas bien. Et il essaie de m'expliquer que la vraie solution, c'est celle qui viendra du Congo et des Congolais. Et il parlait de son impérium. Il dit voilà, c'est là que la solution viendra. Et à cette occasion, je lui avais demandé, je dis mais bon, il y a une invitation, paraît-il, qui viendra de Brazza. Comment est-ce que vous allez voir ça? Il dit oui, j'irai. Si l'invitation vient, j'irai par politesse. Donc il répondait toujours ça. La veille, le jour de mon départ aussi, quand j'étais le saluer, je répète la même question, il me dit oui, ça c'était au mois d'août, il dit oui, par politesse, j'irai. Mais bon, on a vu que ça a changé. Pourquoi ça a changé? Je ne sais pas si je peux déjà aussi en parler, je dis bon, ça a changé parce que si vous remarquez bien, vous verrez que avant même que le président ait reçu l'invitation du président Sassou, elle était déjà dans les médias. Donc, c'est quand même aussi pas une preuve d'irrespect, c'est aussi entre une démonstration qu'il y avait quelque chose de louche. On ne peut pas adresser une invitation, surtout par une institution aussi respectable que la présidence de la République du Congo d'en face, et que cette invitation se retrouve dans Jeune Afrique. Et par Jeune Afrique. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, ça explique quand même le changement de dernière minute du président. Bon, il y a ça, et puis il y a les informations qu'il a reçues, comme quoi, en fait, c'était comme une sorte de piège qui allait permettre à ces gens de donner un coup de pouce aux concertations. Donc son déplacement allait montrer que, ah ben voilà, donc vous voyez qu'il est intéressé par les concertations, simplement il y a des conditions qu'on doit remplir pour qu'il soit présent. Donc ça allait donner un coup de pouce aux concertations de Kabila que nous ne soutenions pas du tout.